Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Et d'abord l'énigme des lettres piégées après Romano Prodi et Jean-Claude Trichet et deux autres personnalités européennes qui ont reçu des courriers chargés d'explosifs. Ils ont tous été postés de la ville de Bologne en Italie. Il n'y a aucun blessé. Un groupuscule anarchiste est soupçonné. Bilan revu à la hausse en Iran, il y aurait 40 000 morts selon la présidence. Ce serait le séisme le plus meurtrier au monde depuis une trentaine d'années. En France, 180 000 chômeurs ne toucheront plus les allocations après-demain 1er janvier, conséquence de l'entrée en vigueur de la réforme qui raccourcit la durée d'indemnisation. Les manifestations de protestation ont été très peu suivies aujourd'hui à Paris notamment. Le débat sur l'adoption par les couples homosexuels relancé par une initiative belge. Le parti au pouvoir dépose une proposition de loi en ce sens. Elle a toutes les chances donc d'être adoptée. L'alerte aux avalanches est maintenue en montagne. Un jeune skieur de 14 ans a été emporté aujourd'hui encore à Davos en Suisse. Enfin, les réveillons d'hier et d'aujourd'hui. En quoi la fête de la Saint-Sylvestre a-t-elle évolué depuis 40 ou 50 ans? Réponse à la fin de ce journal. On commence donc avec cette série de lettres piégées qui mobilise les enquêteurs italiens. 4 courriers en 3 jours. La cible est précise, des institutions ou des personnalités européennes. Jean-Claude Trichet hier, Romano Prodi dimanche. Toutes ces lettres ont été postées du même endroit, la ville de Bologne. Envoyés spéciaux Maris Burgo, Enrico Macari. Victime d'un attentat il y a 3 jours, Romano Prodi garde le sourire, surtout quand il reçoit chez lui à Bologne sa petite fille. Le président de la Commission européenne n'a pas été blessé par la lettre piégée qu'il a ouverte lui-même, mais il sait aujourd'hui exactement pourquoi des terroristes l'ont visé. C'est clair qu'il y a des moments violents, menaçants contre les institutions européennes, ça c'est clair. Jean-Claude Trichet, président de la Banque Centrale Européenne, a lui aussi reçu un colis piégé intercepté à temps à Francfort hier soir. Même chose pour le directeur d'Europol et pour celui d'Eurojust, 2 organismes européens basés en Hollande et chargés de lutter contre le crime organisé. Tous ces colis ont été postés de Bologne, où ce magistrat confirme à la presse que les suspects sont des anarchistes italiens, des radicaux d'extrême gauche qui détestent ceux qu'ils appellent les nouveaux maîtres d'une Europe considérée comme trop puissante. Plus l'Europe devient l'État des États, plus elle est à combattre. La ville universitaire de Bologne a toujours abrité une mouvance anarchiste assez active, mais à la différence des Brigades Rouges, ces radicaux-là n'ont jamais commis de crimes de sang. C'est donc à une nouvelle forme de terrorisme que se trouvent aujourd'hui confrontées les autorités italiennes dans un pays qui a toujours peur de se retrouver reporté quelques années en arrière au plus fort des années de plomb et du terrorisme sanglant des Brigades Rouges. Toujours à propos de sécurité, l'alerte reste maintenue au plus haut niveau dans les pays occidentaux en cette fin d'année. Image ici de Washington où les autorités et la police sont sur le qui-vive. Vous le voyez, la menace d'attentat est même signalée sur les panneaux électroniques pour inciter la population à la vigilance. En Allemagne, maintenant, un périmètre de sécurité a été installé il y a quelques heures autour d'un hôpital de Hambourg, un hôpital militaire. Un groupe fondamentaliste proche d'Al-Qaïda préparait, semble-t-il, une action. C'est en tout cas ce qu'indiquent les services secrets allemands. En France maintenant, une confirmation, comme la Grande-Bretagne, comme d'autres pays, des agents armés sont bien présents incognito dans les vols jugés sensibles. Le gouvernement indique avoir pris cette mesure avant même que Washington ne l'impose pour les vols à destination des États-Unis. Alors quel est précisément le dispositif? Quelles sont les armes employées? Explication Loïc Delamornay. Novembre 2002, en plein ciel, un homme tente de détourner cet avion de la compagnie israélienne El Al entre Tel Aviv et Istanbul à l'aide d'un couteau. Il est maîtrisé par des passagers puis assommé par les agents de sécurité de la compagnie. Un passager a même le temps de filmer le bras inerte du pirate de l'air. Depuis une trentaine d'années, les Israéliens sont les spécialistes incontestés du personnel de sécurité embarqué. Des hommes très entraînés, armés, tous anciens militaires. Évidemment, je ne peux pas tout vous dire, c'est classé secret d'État. Sachez juste qu'on nous apprend à tirer de manière à ne pas endommager l'avion et que les agents sont placés à des endroits stratégiques de l'appareil. En France, jusqu'à présent, le ciel n'était pas très clair en matière de sécurité embarquée. Certaines compagnies, comme la défunte Aéris, avaient des agents de sécurité privés à bord mais non armés. Air France
ne communiquait pas sur la question, du moins en France, car sur le site internet américain de la compagnie, il est explicitement annoncé que des agents de sécurité sont présents sur de nombreux vols. Et depuis une semaine, des équipes de 2 à 6 gendarmes du GIGN sont embarqués sur les vols Air France les plus sensibles. Mais les syndicats de pilotes sont unanimement hostiles à ce type de mesures. On met tout en place pour empêcher l'intrusion de ce qui pourrait ressembler à une arme dans les cabines des avions de ligne. Et là, on les introduirait délibérément, alors qu'on ne peut pas totalement écarter un scénario selon lequel un terroriste s'en emparerait. Autre préoccupation, les dégâts catastrophiques dans une carlingue pressurisée que pourrait occasionner une balle perdue. Pas de crainte à avoir de ce côté-là, estiment les experts. Pas besoin non plus d'aller chercher des armes sophistiquées comme ce pistolet paralysant. Il existe tout simplement des munitions classiques, utilisables en vol, comme des balles à noyau déformable, à grenaille ou à ricochet limité. Grâce à l'utilisation de munitions spéciales, dont les effets de perforation sont limités, donc les projectiles de ces munitions vont se déformer à l'impact et ne vont pas risquer de traverser la carlingue de l'appareil. En Europe, la majorité des syndicats de pilotes se sont aussi exprimés contre les armes à bord, mais face à une pure interdiction d'atterrissage aux États-Unis, leur refus risque de ne pas peser lourd. Le tremblement de terre en Iran, maintenant, il serait le plus meurtrier au monde depuis près de 30 ans. Si l'on en croit l'estimation officielle, il est maintenant question de 40 000 personnes tuées. Chiffre énorme si l'on songe que la région compte 240 000 habitants. Les engins de terrassement continuent leur travail et régulièrement de nouveaux corps sans vie sont découverts, très vite portés en terre pour éviter les épidémies. Il y a la ville de Bam et il y a les villages alentours. L'une de nos équipes a suivi les volontaires français du secourisme populaire. Reportage Mathias Hillion, Michael Cario. Pas un médecin n'était venu dans ce village depuis le tremblement de terre. À Bartom, 5 jours après le drame, ces hommes de secouristes sans frontières sont plus que bienvenus. Conjonctivite due à la poussière, diarrhée, blessures plus graves liées au séisme, les diagnostics s'enchaînent. Il faut lui mettre le bras en écharpe. Comme ça, on a des écharpes ou pas? On va en fabriquer, sinon je crois. Avec une écharpe oblique, on va faire une écharpe oblique. Écharpe oblique, donc complet au corps. Les médecins français se dirigent vers un autre village. Là aussi, la terre a tremblé. Là aussi, les maisons sont détruites, les habitants anéantis. Les cas les plus graves ne sont pas traités sur place. Ahmed a eu la hanche brisée lors du séisme. Direction l'hôpital de campagne de Bam, où le balai des ambulances est ininterrompu. Le jeune garçon est pris en charge par les médecins de la sécurité civile. La fracture épiphysaire n'est pas confirmée, mais il y a une fracture. La blessure est très douloureuse. Ahmed reste stoïque. Dans la pièce voisine, cette gamine demande à sa mère si elle va être opérée. Elle lui répond qu'elle ne sait pas, qu'elle ne doit pas s'inquiéter et qu'elle sortira de l'hôpital dans quelques jours. Sur les 100 personnes soignées par les médecins de la sécurité civile aujourd'hui, 50 sont des victimes du séisme. Ce soir, un enfant devrait naître dans cet hôpital de campagne. Les hommes et le matériel de secours continuent d'affluer d'un peu partout. Ici, des maisonnettes préfabriquées transportées par camion, par grue et qui abriteront des rescapés. C'est une association turque qui les achemine. Quant aux Américains, eh bien, ils sont à pied d'œuvre. Mais vous allez le voir assez discrètement pour l'instant. Envoyés spéciaux Claude Sampère, Patrice Hacheret. Un convoi discret sur une route du sud de l'Iran. Un des nombreux convois humanitaires qui filent vers Bam, la ville sinistrée. Pourtant, ce convoi n'est pas tout à fait comme les autres. Ces camions sont américains et leur seule présence en Iran est un événement. À bord, des pompiers et des médecins de Virginie devant une escorte iranienne des gardiens de la Révolution. Pas de plaque minéralogique, pas de drapeau. Il faut être discret, sécurité oblige. Ces premiers Américains qui débarquent en Iran ont pourtant commis une toute petite erreur. Leurs camions et leurs voitures, General Motors, n'existent plus en Iran depuis 1979, date de la révolution islamique. Et du coup, tout le monde les remarque. C'est à la nuit tombée qu'ils arrivent vers Bam, et sous leurs yeux, des milliers de réfugiés sous les tentes. Et autour des feux de bois,
Des Iraniens qui ont du mal à y croire. Ici, personne n'a oublié la prise d'otage à l'ambassade américaine en 1979. L'opération militaire pour les secourir, un désastre pour le président Carter à l'époque. Mais les temps changent. Des Américains d'ailleurs pas très bavards. Vous êtes heureux d'être ici? Oui. C'est votre première fois en Iran? Oui. Dans l'aéroport où ils ont atterri quelques heures plus tôt, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. La télévision iranienne a tout de suite mentionné cet événement. C'est bien, dit Smola, cette aide est humanitaire et on ne doit pas parler de politique. Et son voisin ajoute, il n'y a aucun lien entre les problèmes politiques et les tremblements de terre. Si les Américains veulent nous aider, il n'y a pas de problème. Ce soir, les Américains se sont installés à Bam dans un lieu secret. Nous les filmons en train de chercher leur veste de pompier à l'arrière de la voiture. Mais surprise, dans les mains de ce pompier, on aperçoit un gilet pare-balles, une tenue bien étrange pour un secouriste, on ne sait jamais. Colin Powell, en tout cas, veut y voir un signe encourageant des autorités iraniennes qui ont accepté cette présence. Le président Mohamed Khatami est beaucoup plus prudent. Je salue tous ceux qui nous aident, dit-il, mais je ne crois pas que ce soutien américain change quoi que ce soit à nos relations, à moins d'une modification profonde de l'attitude des États-Unis. Fin de citation. On découvre, au passage, avec ces images du chef d'État iranien, accroupi avec des enfants à l'hôpital de Karman, que la communication politique en Iran n'a rien à envier à celle des pays occidentaux. Deux informations encore dans l'actualité internationale. D'abord, la Croix-Rouge demande aux États-Unis de pouvoir rendre visite à Saddam Hussein, qui bénéficie, rappelons-le, du statut de prisonnier de guerre. Et puis, plus près de chez nous, en Algérie, la justice a décidé de geler toutes les activités du FLN. Le FLN est le parti d'Ali Benflis, candidat à l'élection présidentielle en avril prochain. Il devrait être le rival le plus sérieux du président Bouteflika, qui ne s'est pas encore déclaré. Ali Benflis qui dénonce ce soir un coup de force. En France, une manifestation peu suivie à l'appel des associations de chômeurs, manifestation de protestation contre la réforme de l'assurance chômage qui entre en vigueur ce 1er janvier. 180 000 chômeurs sont directement concernés dans les 2 jours qui viennent. Pour enrayer l'énorme déficit, 3 syndicats et le MEDEF ont raccourci la durée d'indemnisation. Martin Goès, Bruno Vignet. Dans cette manifestation, des chômeurs qui vont sortir du système d'indemnisation. Ils ne toucheront plus que le RMI ou l'allocation spécifique de solidarité, environ 400 € par mois. Ça ne permet pas de vivre, ça permet tout juste de survivre. À ce moment-là, la priorité, c'est pas trouver un emploi, l'emploi qu'on cherche, c'est d'abord boucler la fin de mois. La durée d'indemnisation a été réduite de 30 à 23 mois. 180 000 chômeurs sont ainsi exclus dès le 1er janvier. Ils seront 600 000 en 2005. L'assurance chômage couvrira alors moins d'un demandeur d'emploi sur 2. Le déficit de l'UNEDIC de 4 milliards d'euros cette année a été prévu à 15 milliards dans 2 ans si rien n'était fait. Pour certains syndicats, les changements sont indispensables. Nous voulions nous sauvegarder l'UNEDIC, nous voulions sauvegarder ce régime de solidarité entre les salariés et les chômeurs. C'est ce que nous avons fait en revoyant les règles. L'Allemagne a aussi réformé son système, mais avec 365 jours, la durée d'indemnisation reste encore supérieure à la France, loin devant les 182 jours des Britanniques. La moyenne en Europe d'indemnisation minimum du chômage est de 327 jours. Et l'idée en France, c'est de faire des économies bien sûr, mais aussi d'accélérer le retour à l'emploi. Pour les personnes concernées, c'est d'abord un changement douloureux. Séverine Lebrun, Jean-Louis Molin. J'ai travaillé pendant 15 ans et je ne savais pas que j'allais en arriver là. Personne n'est à l'abri. Les fins de mois difficiles, ça fait longtemps qu'Aïcha Bourkou doit les gérer. Au chômage, depuis 2 ans, elle touche 767 € d'ACEDIC chaque mois, une indemnité sur laquelle elle comptait jusqu'en avril 2004. Vous êtes au courant ce qui va se passer le mois de janvier? Non, pas du tout, non. Mais il y a quelques semaines, elle a appris qu'à partir du 1er janvier, elle devrait se contenter d'une allocation de 390 €, moitié moins. 13 € par jour, ça fait quoi 13 € par jour? Attendez, vous allez à Carrefour faire des courses, vous sortez pas à la caisse avec 13 €. Déjà rien qu'un paquet de couches, ça coûte 10 € et quelques. La lessive, c'est la même chose. On a le droit de laver les vêtements de nos enfants ont le droit de manger comme tout le monde. Seule avec 5 enfants, elle peut heureusement compter sur 1 000 € d'allocation familiale. Mais le loyer, les centres de loisirs et tous les à côté, elle s'est endettée. Aujourd'hui, tout ce qu'elle veut, c'est un contrat à durée indéterminée,
pour enfin sortir de la spirale de la précarité. Avec les annonces que j'ai vues à l'ANPE tout à l'heure, il y a des contrats d'1 jour, de 2 jours, mais c'est scandaleux. Des CDI, pour le moment, j'en ai pas vu beaucoup. Et toutes les offres d'emploi qu'on prend à l'ANPE, une fois qu'on appelle, la place est prise. Jusqu'alors, elle cherchait un emploi dans la branche qui lui plaisait, le milieu associatif. Mais aujourd'hui, elle pense qu'elle n'a plus le choix, redevenir caissière, ce qu'elle a toujours fait. À propos de minima sociaux, sachez que le RMI sera revalorisé de 1,5% au 1er janvier. Il passera de 411,70 € à 417,88 €, soit de 1 741 francs et 11 centimes par mois très exactement. Et le gouvernement annonce une prime pour les RMI de 152 € pour une personne seule. Économie encore, et toujours à propos de la nouvelle année qui vient, confirmation d'Altadis, l'ex-Seita, les prix des cigarettes vont bien augmenter de 8 à 10% le 5 janvier. Pour tenter de limiter l'effet de ces hausses, des paquets de 19 cigarettes vont faire leur apparition. Il est question aussi d'alléger encore plus la teneur en goudron. Laurent Di, André Sora. 2 paquets de cigarettes a priori identiques, de la même taille, et pourtant dans l'un des deux il n'y a que 19 unités une fois le paquet ouvert. Si, vous pouvez vérifier. C'est l'une des ripostes des fabricants face aux hausses successives des prix du tabac. Réduire le nombre de cigarettes pour limiter l'augmentation du prix du paquet. Un argument qui n'est pas que psychologique. Si c'est pour tirer un peu le prix vers le bas, peut-être que ça permettra aussi à des jeunes qui ont quitté leur buraliste pour trouver du tabac dans la rue de revenir vers son buraliste. Alors on va voir et on étudiera de très près après l'évolution de ce marché. Mi-janvier, plusieurs fabricants proposeront donc ce paquet de 19 cigarettes. Une solution pour limiter les effets de la hausse de 8 à 10% prévue dès lundi prochain. Autre nouveauté, la directive européenne en vigueur dès le 1er janvier et qui agira directement sur la composition des cigarettes. Les goudrons vont passer de 12 à 10 mg maximum. Une diminution commencée voilà plusieurs années mais qui ne satisfait toujours pas les professionnels de la santé. On est passé des quantités de goudron qui étaient de l'ordre de 30 mg à 12 mg. La dangerosité de la cigarette a à peine diminué. Donc passer de 12 à 10 mg est absolument marginal et n'aura pas d'impact sur la santé. Selon les associations de lutte contre le tabac, pour vraiment réduire les risques, il faut s'attaquer aux additifs rajoutés dans les cigarettes, aux secrets qui les entourent. Un premier pas pourrait être franchi dans ce sens puisque fin 2004, l'Europe imposera une transparence totale concernant les ingrédients nécessaires à la fabrication. La santé encore avec les suites de l'épidémie de légionellose. 2 nouveaux cas dont un mortel aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. Un homme de 92 ans qui est décédé à Arnes, la ville où se trouve l'usine pétrochimique incriminée. Une cellule de crise a été mise en place. 2 élus du département en appellent au ministre de la Santé, Jean-François Mattei, pour tenter d'éradiquer l'épidémie. 50 personnes, rappelons-le, ont été touchées au total par cette infection pulmonaire. 40 heures de travaux d'intérêt général, c'est la sanction prononcée contre un homme qui avait barbouillé de peinture un radar automatique. C'est la première condamnation du genre depuis l'installation de ces appareils dont on a tant parlé. François Privat, Emmanuel Sarr. Christophe Godard se cache. J'ai honte par rapport à ma famille, nous dira-t-il. Le tribunal vient de le condamner à 40 heures de travaux d'intérêt général après avoir tagué un radar automatique. Une peine modérée pour un acte qu'il n'a pu ni justifier ni expliquer durant l'audience. Il ne s'est pas attaqué à un radar parce qu'il a réfléchi, parce qu'il a voulu faire un exemple. Il s'est attaqué à un radar parce que tout le monde parlait du radar à ce moment-là. On était en pleine médiatisation, c'était les premiers jours. En rentrant de son travail, Christophe Godard passe quotidiennement devant ce radar automatique. Le 23 novembre dernier, en pleine nuit, il badigeonne l'appareil avec de la peinture afin de le mettre hors d'état de fonctionner. Il est alors intercepté en état d'ébriété sur les lieux du délit par une brigade de police. On ne peut pas laisser des gens donc détruire ces appareils de contrôle qui ont démontré largement leur utilité. On sera sans doute confronté, dans certains cas, à des destructions de radars délibérées qui s'inscrivent dans une volonté d'éliminer ce genre d'appareils de contrôle. Très exposé et facilement accessible, ce même radar automatique a été depuis partiellement détruit à l'aide d'une masse. Mais cette fois, le ou les auteurs du délit n'ont pu être arrêtés. Frédéric Ramette, le meurtrier présumé d'Audrey Texier sur l'île de Ré, a passé sa première nuit à la prison de Gradignan dans les Landes. Les gendarmes ont reçu les félicitations du gouvernement, Jean-Pierre Raffarin notamment. Ils vont maintenant tenter de cerner la personnalité de l'accusé. Dorothée Cochard, Florence Bouquet, Virginie Travers. Une photo, un Noël heureux. C'est l'image que sa mère voudrait garder de Frédéric. Je sais pas comment je vais faire, je lui ferai jamais.
Elle a encore du mal à réaliser que son fils, qu'elle pensait sans histoire, soit l'assassin et le violeur de la jeune Audrey. Pourquoi il a fait ça? Il avait tout, il avait un diplôme, tout le monde l'admirait. Pourquoi il a fait ça? Franchement, je prends 24 ans, c'est jeune ça. Il est là quand il voulait, il avait des diplômes pour travailler et tout. Un CAP de cuisinier. Frédéric travaillait dans la restauration et c'est comme cela qu'il s'est retrouvé à servir dans cette pizzeria sur l'île de Ré cet été. Un jeune homme appliqué, colérique parfois. Quand il se trompait de table, il lui arrivait de se frapper la tête pour se punir de son erreur. Selon Joël Ramet, l'acte de son fils serait lié à un traumatisme qui remonte à 1 an et demi, date à laquelle Frédéric a appris que cet homme n'était pas son père biologique. Pour moi, il était pas bien dans sa peau, il était mal. Ça, c'était après le meurtre. Non, même avant, il était pas bien. Il cherchait ses origines, il cherchait. Il me posait des questions à moi. Il me posait beaucoup de questions à moi. Je dis, tu sais, moi, Frédéric, je t'ai reconnu. Tu t'appelles Ramet Frédéric. Ton père, bon, je sais pas ce qu'il est devenu, j'en sais rien, je sais pas, mais tout à toi. Mais il était pas bien. Frédéric Ramet a avoué le viol et le meurtre d'Audrey. Aux enquêteurs, il parlera d'une pulsion incontrôlable. Il avait un casier judiciaire vierge. Il encourt maintenant la réclusion criminelle à perpétuité. Les suites du débat sur le voile et l'annonce d'une loi par Jacques Chirac. Aujourd'hui encore, le dossier fait les gros titres dans les pays musulmans. Décision plutôt mal acceptée. Et c'est dans ce contexte que Nicolas Sarkozy, en vacances en Égypte, rencontrait aujourd'hui la plus haute autorité de l'islam sunnite, le cheikh Tantawi. Et il a apporté son appui implicite au gouvernement français. Charles Anderlin, Ashraf Babraoui sur place. Cette rencontre était très attendue. L'affaire du voile en France a fait beaucoup de bruit en Égypte et l'imam Mohamed Tantawi, la plus haute autorité musulmane sunnite, devait préciser sa position. Si les responsables d'un pays non musulman comme la France adoptent une loi contre le voile, c'est leur droit. C'est leur droit. Je veux remercier le grand imam d'Al-Azhar d'avoir indiqué que dans un pays laïque et non musulman, le devoir de chacun, c'est de respecter la loi de ce pays. Mais le grand mufti d'Égypte n'est pas d'accord. Il attend que l'imam et le ministre quittent la salle pour critiquer la politique française sur le voile. C'est une intervention flagrante dans la religion musulmane. C'est une atteinte au dogme de l'islam. Je conseille aux Français que nous aimons bien de renoncer à cette loi. Pour Nicolas Sarkozy, en tout cas, il n'y a pas d'autre interprétation que celle de l'imam Tantawi. En Égypte ou ailleurs, il y a des gens qui sont plus conservateurs ou plus intégristes. Mais moi, j'ai choisi de parler avec les plus modérés. Mais le message des modérés passe difficilement, du moins si on en juge par ces réponses recueillies aujourd'hui dans les rues du Caire. Moi je suis musulmane et je ne porte pas le voile, mais si j'étais en France, je vais quitter la France. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette loi, pour quitter la France. Ce gouvernement est aussi injuste car, je dis avant, le voile est une chose nécessaire, donc il veut nier la présence des musulmanes à la France. En Égypte aussi, le débat s'annonce difficile au moment où on assiste à une radicalisation du public arabe. L'Égypte où l'islam est religion d'État. Faut-il autoriser les couples homosexuels à adopter des enfants? Le débat est relancé en Europe par la décision du parti au pouvoir en Belgique. Une proposition de loi qui donne son feu vert à cette mesure a été déposée hier. La Belgique qui avait, rappelons-le, légalisé en janvier dernier le mariage homosexuel. Envoyés spéciaux à Bruxelles, Nicolas Lemarinier et Maxime Soulard. Layam et Jérôme ont 2 papas. Il y a Papa Tom, leur père légal, et Georges, le compagnon de Tom. Dans l'éducation des enfants, aucune différence entre les 2 hommes. Pourtant, sur le papier, si Tom Maldry est responsable de ses enfants, Georges Janero, lui, n'a aucun droit sur eux. Quelque chose qui arrive à mon enfant, qui doit être opéré d'urgence, quelque chose qui demande une autorisation, moi, je ne suis pas autorisé à le faire. Donc ça, on peut même m'empêcher de voir mon enfant, d'avoir accès à mon enfant dans un hôpital s'il doit y rester. C'est quelque chose qui c'est inadmissible. Depuis janvier 2003, en Belgique, les gays et les lesbiennes peuvent se marier.
Aujourd'hui, une députée de la droite flamande franchit un pas de plus. Elle présente un projet de loi pour que les homosexuels puissent aussi adopter les enfants de leurs nouveaux conjoints. On veut que les enfants qui vivent dans des familles homosexuelles aient les mêmes droits que les enfants qui vivent dans des familles hétérosexuelles. Si le Parti libéral-démocrate flamand présente ce projet de loi aujourd'hui, c'est qu'il pense obtenir une courte majorité réunissant gauche et droite au Parlement. Mais les opposants au texte avancent eux aussi les droits de l'enfant face à l'adoption par les homosexuels. Des études différentes existent, elles vont dans tous les sens, et je crois qu'il y a une mesure de prudence qui doit être prise, de dire, bon écoutez, à l'heure actuelle, on ne peut pas être certain qu'au niveau de la structure d'un enfant et de son éducation, c'est la meilleure des réponses. Pour les associations homosexuelles belges, 1 an après le droit au mariage, c'est une nouvelle avancée. Il semble que les esprits, effectivement, soient prêts, en tout cas, à aborder le débat. Reste à convaincre maintenant l'ensemble de la population. Pour l'instant, la moitié des Belges est opposée à l'adoption par les couples homosexuels. Alerte maintenue dans les montagnes françaises contre le risque d'avalanche. 4 skieurs emportés hier, un 5e aujourd'hui à Davos en Suisse. Il s'agit d'un adolescent de 14 ans qui évoluait hors piste. Il est resté 45 minutes enseveli sous la neige et n'a pu être ranimé. Dans les Alpes, le risque est de niveau 3 sur une échelle qui va de 1 à 5. Paul de Genève, Samuel Humes. Les secours sont arrivés rapidement, prévenus directement par les 2 hommes qui avaient déclenché l'avalanche. Ce secteur est bien connu des skieurs de la Clusaz. Vers 15h30 hier, une plaque d'une centaine de mètres de large se détache au passage des 2 amateurs de neige vierge. Eux s'en sortent indemnes, mais 1h30 plus tard, les secouristes et leurs chiens retrouvent le corps d'un homme de 31 ans. Les conditions météo, la quantité de neige, le risque d'avalanche étaient importants. C'est pas parce qu'en fait la remontée mécanique vous permet d'accéder à un secteur qui est libre, qui est semble-t-il aseptisé, que vous êtes pour autant dans un secteur non dangereux. Et là on est typiquement dans un secteur où de toute manière, encore une fois, il ne fallait pas mettre les skis, en particulier aujourd'hui, dans des conditions d'enneigement et avec un manteau neigeux aussi peu stable. Pour la seule journée d'hier, 5 personnes sont mortes dans les Alpes et les Pyrénées, 4 emportées par des avalanches et 1 tombée dans une crevasse. Les autorités appellent à la plus grande vigilance et demandent aux skieurs de ne pas sortir des pistes balisées. D'autant que de nouvelles chutes de neige sont annoncées pour demain sur les massifs montagneux. Pour les professionnels, comme ce moniteur, il est impossible d'interdire le hors-piste. Il faut éduquer les skieurs, et en particulier les plus jeunes. Ces adolescents découvrent la haute montagne et ses dangers. À savoir que s'il y a une avalanche, c'est les 10 premières minutes qui sont les plus importantes. Au-delà, le risque de survie, il tombe à 20%. D'accord ? Donc le risque de survie est quasiment nul. En hors-piste, il faut donc partir correctement équipé, bien se renseigner et surtout ne pas hésiter à remettre en question sa descente, même si la poudreuse est tentante. Et pour décourager les imprudents, chacun a sa méthode. À Lagrave, dans les Hautes-Alpes, un site réputé pour le hors-piste, les guides et les moniteurs refusent de déclencher les coulées de neige. Ils tablent sur la responsabilisation des skieurs et des surfeurs. Envoyés spéciaux Amaury Guibert, Chloé Lecomte. Ils viennent de partout, des États-Unis, d'Australie ou de toute l'Europe. Faire la queue au téléphérique pour vivre cela. Le plaisir de la glisse. Sous le pic de la Meije, on ne fait que du hors-piste. Le site a ses inconditionnels et ses dangers, nombreux. Des pièges que Jean-Charles connaît par cœur. Il est patrouilleur, il sillonne le massif pour enseigner les skieurs. Alors quand on skie en dessous, c'est un coin qui est superbe et qui a l'air vraiment tranquille, mais qui est vraiment exposé à ce genre d'avalanche que vous venez de voir. Et aussi aux chutes de Serra qui partent de très haut. L'année dernière, ça passait, tu vois. L'année dernière, ça passait, mais cette année... Ces deux-là reviennent en arrière. Le passage qu'ils comptaient prendre est trop dangereux. Un peu plus loin, un autre skieur face à une autre difficulté. Je vais voir sur place comment c'est et si jamais ça me semble trop dangereux, je remonterai. Un temps d'arrêt, il jauge la pente, puis se lance sans trop de difficultés. Une grande majorité de skieurs aguerris et aussi quelques inconscients qui se lancent sur les pentes. Pas question pourtant de baliser ou d'interdire certaines parties du massif. À Lagrave, on veut éduquer, pas sécuriser le hors-piste.
Sécuriser le hors-piste, ça n'arrive à rien. Enfin, la sécurité, elle vient du pratiquant, c'est-à-dire de sa manière de faire et de sa manière de s'adapter aux difficultés qu'il rencontre. Et alors que la fréquentation a été multipliée par 10 en 10 ans, le nombre d'accidents, lui, est resté stable. La baleine de La Torche suite. Les opérations de découpage ont commencé ce matin. Opération plus longue qu'il n'y paraît. Une dizaine de scientifiques et de techniciens ont travaillé toute la journée devant une foule de curieux sur place. Isabelle Rio, David Bress. Ce ne sont pas les chevaux qui attirent cette fois l'attention des promeneurs sur la plage de La Torche, mais un bien étrange spectacle. La découpe de l'encombrante baleine par les services vétérinaires du Finistère soulage Madame le maire. Je suis rassurée parce que bon, il y a le technique ici derrière et qu'il y a des gens qui connaissent bien cette affaire et qui savent dépecer ça au couteau. J'aurais jamais imaginé qu'on puisse le faire ainsi. Il est vrai que le challenge est de taille. Mobiliser en cette période de congé des équipes spécialisées et agir vite. C'est un animal en fait qui est en cours de putréfaction. Donc la plage va être interdite le temps de la remettre en état. Et puis surtout, il fallait l'évacuer rapidement, parce qu'après on n'aurait pas pu intervenir, nous, d'ici 24 heures, c'était fini, on ne pouvait plus intervenir comme on l'a fait aujourd'hui. La méthode n'est pas non plus évidente. Le cétacé, un rorqual femelle de plus de 15 ans, mesure 20 mètres. Les conseils et l'expérience des scientifiques de l'Observatoire national des mammifères marins sont précieux. Mais ils trouvent aussi avec ce chantier particulier leur propre intérêt. L'intérêt pour nous, c'est essentiellement accéder aux cavités abdominales et enfin aux viscères pour pouvoir faire des prélèvements. Et ça, si l'animal n'est pas découpé sur place, on a cette perte d'information qui est extrêmement intéressante pour ces espèces-là qui s'échouent assez rarement, surtout dans cet état. Beaucoup de questions se seront posées autour de cet échouage. Si l'on sait maintenant que la mort de cette baleine est naturelle, la prise en charge financière de son enlèvement est, elle, toujours en discussion entre l'État et les collectivités locales. L'espace d'un mot, premier objectif atteint pour Mars Express, la sonde européenne. Elle a été placée en orbite autour de la planète rouge après 6 mois de voyage. Mission pour ses premiers jours, tenter d'entrer en contact avec Beagle 2, le robot toujours silencieux lancé sur Mars il y a quelques jours. On ignore s'il est en état de fonctionner. Les scientifiques se donnent encore jusqu'à dimanche. Retour sur Terre avec les préparatifs du réveillon. Côté coulisses d'abord, comme chaque année, les contrôles sanitaires passent à la vitesse supérieure. Exemple près de Nice, 1,5 tonne de marchandises retirées de la vente ces 15 derniers jours. Olivier Théron, Frédéric Serruy. On va commencer par là. Blouse blanche et thermomètre étalonné, le contrôle surprise de la température des rayons produits frais va commencer. L'agent de la direction des services vétérinaires connaît parfaitement ses cibles, les points sensibles des bacs réfrigérés. Là par contre la température est un peu différente. On a par rapport à ce qui est affiché, là on a quand même 5,4. C'est encore satisfaisant. 1 degré au-dessus. Au-dessus de 6 et 7 degrés, on aurait consigné les produits, on aurait fait faire des analyses, on aurait fait des retraits. Si une température est trop élevée, la listeria peut se développer très rapidement. C'est l'intoxication alimentaire qui attend alors le consommateur. Dans cet étal de poissons, notre inspecteur va faire retirer des bulots et des bigorneaux trop chauds. Là, on n'est pas bon là. Vous les pesez et après, on les jettera à la poubelle. Nous avons réalisé en termes de saisie environ 1,5 tonne de saisie justement sur beaucoup de produits de la pêche liés à des problèmes de congélation illicite ou de température vraiment tout à fait excessive. Regardez le parasite que c'est. Ça c'est pas bien, il faut les enlever, il faut les trier. Et pour finir la visite, une petite leçon de choses sur les parasites de la lotte capables en cas d'ingestion de perforer un estomac. Les services vétérinaires ont une mission de conseil. Malgré tout, depuis 15 jours, ce sont 4 établissements qui ont dû être fermés. Plus joyeux maintenant cette question. En quoi nos réveillons d'aujourd'hui sont-ils différents de ceux d'antan, il y a 30 ou 40 ans? Réponse, image à l'appui, en rien, on mange exactement la même chose ou presque. Laetitia Fouque, Didier Rancœur. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger pour la Saint-Sylvestre? Trop camping, trop banal. Non, trop régime. Alors qu'est-ce qu'on mange le soir du réveillon? Alors, le soir du réveillon, on mange beaucoup de fruits de mer. Donc des huîtres,
des oursins, des crevettes, le bouquet breton notamment, et la langouste. Et ce qui est plus difficile à la vendre, par exemple, eh ben, celle que vous avez là, la morue. Les huîtres, ça c'est une valeur sûre. D'ailleurs, en 1950, les gourmands s'arrachaient déjà les petites marraines sur ce marché parisien. Et pour ceux qui n'aiment pas les fruits de mer... Alors, ce qui marche au jour de l'an, c'est le foie gras de canard maison et le boudin blanc ici, truffé, qui est très très bon, qui marche très bien. Par contre, ce qui marche moins bien en ce moment, qui fait pas fête du tout, et très bon pourtant, c'est le fromage de tête. Le foie gras, l'indétrônable. En 1974, il était déjà dans toutes les assiettes. Foie gras. Oui. De toute façon, foie gras. Oui. On peut vous demander ce que vous avez acheté? Quelque chose d'original. C'est-à-dire? Du foie gras. Bon, pour le repas, c'est réglé, reste la boisson. Le réveillon, on boit essentiellement du champagne, c'est vraiment le vin de la fête, c'est ce qu'on vend le plus en ce moment. Demain, on va mettre au moins 200 bouteilles en magasin et je pense qu'elles vont toutes partir. Ça reste dans les traditions, c'est ce qui fait justement la joie d'ailleurs et le bonheur des gens, il faut perpétuer au contraire. Autre tradition bien française, s'y prendre au tout dernier moment. La vente du 31, par exemple, c'est une vente qui se fait très tard. Des gens qui sortent du travail et autres et qui n'ont rien décidé à l'avance et qui d'un seul coup, paf, à 5, 6, 8, 10, ils viennent à plusieurs et chacun y va un petit peu de son... moi j'ai envie de ça, moi j'ai envie de ça, et on compose le menu. Encore un petit creux, tant mieux, car c'est seulement au dessert qu'on s'offre un peu de fantaisie. Oui, ça n'existait peut-être pas il y a 40 ans, ces gâteaux-là. Une autre tradition des fêtes, les étrennes données aux concierges, par exemple. C'est souvent un casse-tête. Combien faut-il glisser dans l'enveloppe? Reportage Virginie Tumortiki, Sylvain Dauba. Est-ce que tu pourrais monter le mixeur? Pourquoi tu nous fais des sardines ce soir? Ne vous fiez pas aux apparences, Francis Verdu ne fait pas partie de la famille, il est concierge. Un véritable gentil organisateur, sa décoration de Noël en témoigne. Alors forcément, c'est un privilégié pour les étrennes de fin d'année. Pour l'instant, on m'a offert du foie gras, il y a du champagne, il y a du chocolat. Ici, il y a quand même 5 immeubles, donc, 5 entrées d'immeubles, donc il y a énormément de monde. Donc les gens vont commencer à donner là. Ils vont surtout donner de l'argent, 15 à 100 euros en moyenne en France. Francis, lui, a même eu droit à des surprises à 200 euros. Attention, l'enveloppe de fin d'année n'est pas obligatoire, mais quand on aime son concierge... Je donne effectivement. Pourquoi? Pour le remercier de ce qu'il nous apporte toute l'année, ce qu'il organise, la décoration effectuée. Nous, on donne 2 fois. Voilà, il est tellement sympa que... En général, le concierge touche l'équivalent d'un mois de salaire en étrenne. Un petit plus indispensable car les gardiens d'immeubles sont peu payés en France. 568 euros par mois en moyenne. Moi, ça me fait du bien parce que ça me permet de pouvoir m'offrir des vacances et puis de m'offrir, si j'ai envie de faire un achat quelconque, quoi. Traditionnellement, les résidents donnaient 10% de leur loyer pour les étrennes. Aujourd'hui, si la pratique survit, les dons sont souvent moins généreux. On reste dans l'ambiance de cette fin d'année avec un spectacle familial qui fait le plein, l'opérette. Pas moins de 5 pièces à l'affiche, par exemple à Paris, avec bien sûr Offenbach en vedette. Charlotte Millet, Michel Levasseur, Mathias Barrois. Offenbach et son roi barbu, c'est vraiment un classique. Pas de mauvaise surprise, car l'auteur a su créer une recette bien à lui. Offenbach vient pour sauver tout cela et nous rappeler à l'ordre que malgré les soucis, il faut rire. Et quoi de mieux pour rire qu'un mari cocu et une femme volage? Je rêve, ce qui rend les choses beaucoup plus simples pour tout le monde. Je rêve que je suis la plus belle femme du monde, donc tout est permis. Elle rêve qu'elle est la belle Hélène et qu'elle trompe son vieux mari Ménélas avec un berger amoureux. Même auteur, autre style, le Dr Ox fait aussi un tabac. L'histoire s'inspire du Voyage dans la Lune de Jules Verne. Un savant expérimente un gaz stimulant sur les habitants d'un village imaginaire. Cet opéra bouffe a beau avoir été écrit en 1876, il n'a pas pris une ride.
c'est vraiment le gage d'une grande œuvre, aussi bien musicalement que théâtralement, c'est le fait que ce soit intemporel, qu'on puisse vraiment l'adapter à beaucoup d'époques. Il y a des références à Batman avec le logo du Dr Ox qui apparaît comme le logo de Batman. Que ce soit pour le Dr Ox ou la Belle Hélène, les metteurs en scène d'aujourd'hui ont vraiment une imagination débridée. Sport, jour J-2 avant le départ du Dakar 2004, 146 voitures, 200 motards. Parmi ces derniers, Ennio Cucuracci. C'est un amateur, mais il est déjà très connu, en raison notamment de sa rage face à la dune et de ses fureurs face aux problèmes de santé. L'an dernier, il s'était cassé les 2 jambes. Eh bien, il sera encore au départ pour cette édition. Julien Beaumont, Rémi Poissonnier. Il va mieux. Ennio Cucuracci repart sur le Dakar, même si la dernière édition ne lui a pas laissé de bons souvenirs. Le voici au bivouac en janvier dernier. Ennio a une fracture du péroné et il s'est déchiré les 2 ligaments des chevilles. Dans cet état, monter sur une moto est un exploit. Rester dessus, une prouesse. Quel con! Salope! Alors pour ne pas revivre ce cauchemar, Ennio s'entraîne depuis 3 mois, dans cette salle de sport à côté de Charleroi, en Belgique. Fini l'alcool, terminé les cigarettes. 10, tu déposes, ok. Le problème au Dakar, c'est que si tu n'as pas un physique minimum, tu as beau avoir un mental d'acier, ton physique mange ton mental. Mais tu ne peux pas continuer chez Florent. En 2003, blessé, il avait dû abandonner. Il n'était pas terrible. Il y a 3-4 mois, j'ai dit Ennio, qu'est-ce que tu vas essayer de faire ici? Tu veux encore vraiment faire un Dakar? Il me dit Marc, avec toi je vais le faire et on va travailler à fond, quoi. Du temps pris sur ses heures de travail. Ennio Cucuracci est vendeur de meubles à Bruxelles. Là, il cherche des canapés pour un client. Voilà plus de 10 ans qu'il fait ce métier et pourtant beaucoup ici ne connaissent pas le motard qui sommeille en lui. Le star en beige. Si on parle uniquement de business. Non, mais je sais que le mois de janvier, je ne le vois pas. Oui. La dernière, qu'est-ce qu'il a fait l'année dernière? Cette année encore, en janvier, Ennio Cucuracci sera sur le Dakar avec comme espoir arriver enfin au bout. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, 20h55, l'autre côté du miroir, deuxième volet des métamorphoses de Patrick Sébastien. 1h15, dernier journal, Ève Mettet dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Jean-Paul Chapelle recevra la secrétaire d'État à la lutte contre la précarité, Dominique Versini. On se quitte sur ces images du retour du condor. 5 jeunes oiseaux réintroduits hier, ici en Argentine. L'espèce avait disparu depuis 1 siècle et demi. Ces vautours peuvent atteindre plus de 3 mètres d'envergure. À demain. Votre soirée sur France 2. De l'autre côté du miroir, Patrick Sébastien repousse les limites de l'imitation. Le soldat Hemingway oublie l'épisode sanglant de la guerre avec Sandra Bullock. Enfin, Histoire courte prolonge la magie de Noël avec 3 petits films. France 2. De l'autre côté du miroir, Le temps d'aimer et Histoire courte, ce soir sur France 2. Ce soir sur France 2, Patrick Sébastien vous invite de l'autre côté du miroir.